Voilà. Donc, le pipeline Quick Wins, vu sur la dernière vidéo, sert, comme je vous ai expliqué, à gagner de la traction rapidement, en attendant la refonte totale du site, car l'optimisation AIO-GIO, ce n'est pas ajouter quelques paragraphes sur un site. C'est que les IA ne lisent pas seulement du texte, elles interprètent les intentions des entités et leurs relations. Donc, pour être vraiment compris par les modèles, un site doit être structuré comme un graphe de connaissances. Et c'est précisément là que le Narrative Context Protocol, issu du modèle Drammatica, devient stratégique. Donc, pourquoi le Narrative Context Protocol est pertinent aujourd'hui? C'est que le NCP ne transporte pas uniquement des données, il transporte l'intention narrative. Donc, ce n'est pas juste de l'optimisation technique là, mais une manière de transformer chaque donnée en intention. On ne transporte pas seulement des informations, on véhicule une histoire, une logique narrative. Donc, on parle plus seulement aux algorithmes là, on parle au public, au territoire et au contexte. L'IO et l'optimisation IO, c'est l'art de rendre visible ce qui compte là où ça compte. Donc, dans un environnement IA conversationnel, le risque principal est la dilution du sens. Un contenu peut être exact factuellement, mais perdre sa logique interne, perdre sa hiérarchie et par là même sa voix. Donc le NCP structure le contenu sous forme de storyform, avec un problème central, des tensions dynamiques, des perspectives irréductibles et une résolution. Donc cela permet de préserver la cohérence thématique, même lorsque le contenu est fragmenté, réinterprété et synthétisé par plusieurs agents. On ne transmet plus seulement de l'information, on transmet une architecture de sens. En SEO classique, le cocon sémantique organisait les pages pour Googlebot. Aujourd'hui, il faut organiser le contexte pour les IA génératives. Donc, le NCP agit comme une couche de structuration universelle qui hiérarchise les problématiques, les points de vue, les conflits, les causalités et les résolutions. Donc, autrement dit, il transforme un corpus de contenu en système narratif cohérent. C'est ce que le cocon sémantique a fait pour la SERP. Donc, le NCP le fait aujourd'hui pour l'espace génératif. Donc, pour l'optimisation, le moteur génératif ne fonctionne plus par simple matching lexical, comme dans le temps. Il sélectionne des réponses capables de s'inscrire dans un cadre cohérent, résoudre une tension explicite et articuler un raisonnement causal. Donc, un contenu structuré via NCP devient lisible pour ces moteurs. Donc, comme schema.org a permis au site d'être compris par Google via des balises structurées, là, le NCP permet aux IA de comprendre la logique narrative sous-jacente d'un contenu. Tout simplement, on passe d'une optimisation syntaxique à une optimisation contextuelle. Les IA synthétisent des milliers de sources. Dans cet environnement, la différenciation ne repose plus seulement sur l'originalité du texte, mais sur la profondeur structurelle. Un contenu basé via le Narrative Context Protocol est perçu comme structuré, stable, hiérarchisé et contextuellement riche. Donc, devient une source de référence car il offre une architecture complète plutôt qu'un fragment informationnel. Pour une comparaison stratégique, par exemple, entre IA aujourd'hui, les anciens modèles, le plus important, c'était la densité de mots-clés, les backlinks, silos thématiques, avec un objectif clair, ranking sur la SERP, donc pour le nouveau modèle, des narrative intent, contexte structuré, protocole narratif avec un objectif d'être choisi comme réponse par une IA.
Là, on n'optimise plus pour un robot indexeur, mais un moteur interprétatif, avec pour objectif de transformer la donnée brute en flux structuré, interprétable directement par IA. Donc, ce qui permet une optimisation cohérente de la logique narrative dans des mondes virtuels, une gestion dynamique des personnages, et puis une optimisation narrative en marketing et une collaboration fluide homme-machine. Donc, on observe là une transition vers des architectures décentralisées où l'IA n'analyse plus du texte isolé, mais des flux contextuels balisés. C'est qu'aujourd'hui, être bien référencé ne suffit plus. Il faut être bien raconté. Et les IA privilègent le contenu qui suit une logique claire. Problème, tension, solution, transformation. Et le 1CP devient un nouveau cocon sémantique, mais pensé par intelligence générative. Donc l'objectif n'est pas théorique là. La pipeline mise en place permet de structurer le contenu, de tester la robustesse via le Semantic Context Network et valider le contenu conservé avec une cohérence, une dominance sémantique, une stabilité contextuelle. Cette nouvelle pipeline comprend 10 étapes. On commence par la première, qui est celle de l'audit. Et avant de commencer par la première, on commence déjà par le texte, par le test premier de la première pipeline de la Semantic Context Network. C'est un texte pour voir si le site internet il est prêt pour être classé parmi les réponses des IA génératives ou non. J'ai pris comme exemple cette fois-ci une structure de formation qui est miaformation.fr pour lui générer des leads via une optimisation IU-GU. Donc en passant cette entité sur la pipeline du Semantic Context Protocol, on trouve que le verdict il était clair, avec 32 pages. Les 32 pages n'ont pas été aptes à passer le test. Le test avec ses étapes qu'on voit ici. Donc toujours le crawling en premier, puis par la suite le cleaning. Ce qu'on voit aussi, c'est le bilan. Donc le premier bilan, le diagnostic automatique, ce 32 pages montre que le site n'est pas encore prêt à apparaître comme source pour la réponse générative. Donc 32 pages, les 32 bases sans dette. Parmi les étapes de cette pipeline, il y a celle du spotting, qui sert à identifier les éléments clés, qui est en relation avec l'étape tokenisation embedding pour les IA. Donc, pour vous faire comprendre un peu et vous mettre dans le bain, j'ai préparé un petit document sur le fonctionnement de l'IA. Chaque IA commence par la tokenisation, c'est transformer le texte brut en unité manipulable par la machine, quand on voit ici. Comme on voit ici, pour la phrase « les IA génératives créent du texte », les tokens seront les IA génératives, donc tout ceci. Puis par la suite, l'IA, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait de l'embedding, c'est convertir chaque token en vecteur numérique dans un espace multidimensionnel. Voilà, donc pour le chat, par exemple, elle va donner ses vecteurs. Pour le chien, c'est pour différencier les deux mots. Donc là, chaque mot est représenté par une suite de nombres. Et ces vecteurs capturent des relations sémantiques. Donc, les relations sémantiques, les mots proches en sens, par exemple roi et reine, par exemple, auront des vecteurs proches. Et qu'est-ce que l'IA fait pour avoir les plus de relations sémantiques pour roi, par exemple, c'est plus
plus masculin et moins masculin, par exemple, et plus féminin, pour avoir par la suite des relations sémantiques avec reine, par exemple. Donc, pour une IA générative, tokenisation, c'est découpe du texte en unités, et puis embedding, projection de ces unités dans un espace vectuel riche en sens. Vient par la suite l'étape de l'espace latent, c'est un espace mathématique où les représentations qu'on vient de parler là sont organisées. Donc chaque point correspond à une configuration abstraite du texte, de l'image ou du son. C'est les IA multimodales. Donc pourquoi latent ? Très important, intéressant, donc parce que ces dimensions ne sont pas directement interprétables par l'humain. On ne peut pas dire ces dimensions couleur bleue, par exemple, elles sont cachées, mais capturent des régularités. Par la suite vient l'encodage, le processus qui transforme les données d'entrée en une représentation interne que le modèle peut exploiter. Par la suite, le décodage, voilà. Le processus inverse, le modèle prend les représentations internes et les reconvertit en token. Donc tout ça, vous pouvez le voir par la suite par lien. J'ai fait un tableau pour expliquer par la suite. Voilà les correspondances. Donc nous avons vu sur l'étape, sur ce pipeline et même sur l'autre pipeline du Quick Win, par exemple l'étape du spotting, puis celle de l'intent grid, des candidates, implicit relation, tout le reste. Donc la correspondance avec pourquoi nous faisons ces étapes, pour la simple raison que pour le spotting par exemple, le spotting, ça sert à quoi ? Ça sert à identifier les éléments clés dans l'input et le lien avec les étapes IA génératives, donc ça a un lien avec l'étape tokenisation plus embedding de l'IA qui découpe, représente les unités pour récupérer ce qui est important. L'intent grid, par exemple, c'est cartographier les intentions. Le lien avec les étapes IA, c'est encodage plus espace latent. L'étape candidate, c'est générer plusieurs réponses ou actions possibles, qui est en relation avec l'étape décodage. Et top K, c'est choisir les 50 mots suivants qui sont en relation avec le mot en question. C'est proposer de sortie candidate avant de choisir la meilleure. Voilà. Implicit relations, c'est déduire les liens non explicitement exprimés en relation avec l'étape tête d'attention et superposition de caractéristiques. Slot mapping, par exemple. Par la suite, c'est associer les éléments, c'est créer les relations. Donc, étape contrôle plus apprentissage fin. Remplir les variables nécessaires pour une action, une réponse structurée. Voilà. Donc, on revient à notre schéma. Donc, vu que le test a été non concluant pour la totalité des pages, donc nous allons reprendre les pages et avec le narrative context protocol, les rendre aptes à passer ce test brillamment. Donc, nous avons crawlé le texte pour le test Semantic Context Network. Et ça, c'est le rendu du crawl avec l'idée, l'URL qui a été crawlé, un statut de son, donc le titre. Comme je vous ai dit pour le SEO, c'est bon, hein, mis à formation sécuritaire routière et éco-conduite. Bien sûr, nous sommes en train de crawler les pages avec une intention claire. Donc l'intention, c'est formation sécuritaire routière et éco-conduite. Avec toutes les informations, nous avons là un red flag. Résumé exécutif du crawling et du test. Donc le diagnostic sur 32 pages montre que le site n'est pas prêt à apparaître comme source pour la réponse générative. Résumé chiffré, page totale 32, live 0, date 32. Longueur moyenne 486 caractères, densité 14.55. Donc ça, nous allons prendre cet output comme input
pour le pipeline suivant, le pipeline que nous voyons ici, le pipeline du NCP, le Narrative Context Protocol. Donc, ce même input, c'est l'output qui a été généré lors du passage sur l'autre pipeline du SCP, avec toutes les informations, l'embedding et tout le reste. Voilà. Nous avons par la suite la première étape qui est l'audit, puis le white planner, prompt generator, jusqu'à le PBN stratégique. Amplification, c'est où la production de contenu en passant par la RAG, qui est très important. Voilà. L'étape 9, c'est celle du RAG config, ou la préparation pour une connectivité avec le pin code, ou alors à choisir par la suite. Entre un déploiement entre pin code ou QDRANT. Tout dépend si vous voulez par la suite hoster chez vous, alors en cloud. Sur un de vos serveurs, alors en cloud. Donc si nous commençons par les étapes de cette pipeline de Narrative Context Protocol, donc la première étape qui est celle de l'audit. Donc le script là constitue une phase d'audit heuristique. L'audit heuristique, c'est quoi? C'est l'évaluation de la visibilité dans les moteurs de réponse IA. Donc on prend un corpus de pages déjà crawlé et nettoyé en JSON par ligne, comme nous l'avons vu sur l'output de l'autre pipeline, et on applique un ensemble de règles, ce qui va nous donner un audit individuel par page, un fichier consolidé, puis une priorisation basée sur un score composite. Ben là, on ne fait pas encore de structuration narrative, on prépare le terrain. Tri, hiérarchisation, détection des marques. Donc l'input, c'est celui-là. Donc l'input, c'est en JSON L. Donc chaque ligne correspond à une page avec métadonnées SEO, le titre, le H1, le H2, canonical, etc. Texte nettoyé, score de densité d'entrée, flag ontologique, avec l'ontological dead et l'ontological reason, et pourquoi. Donc l'ontological reason, comme nous voyons ici, too short, no discourse et no entity graph. Donc, pourquoi ça? Une entité, une density score de 13.7, une note confidence de 0.4. Donc, le système considère que la page est faible sur le plan ontologique. Peu de structure discursive exploitable par un graphe sémantique. Pour cette raison-là que nous avons ce résultat d'ontological debt, qui est de trou. Nous avons aussi l'integrate signal, qui contient la définition, contient des mots clés liés à la définition, la comparaison, le pricing, cas d'usage et problème solution. Donc, ces signaux ne sont pas encore exploités dans un scoring d'intention. Ils sont définis, mais pas encore intégrés dans la logique. C'est ce qui va être fait lors des étapes suivantes. Donc, il y a une autre fonction qui est la detect missing section, qui analyse le texte et vérifie la présence de définitions, comparatifs, pricing, use cases, statistiques, citations externes. Une détection jusqu'ici purement lexicale. Il y a aussi le Detect Business Opportunity
une autre couche dans le script de cette page d'audit. Donc si nous regardons voilà, une autre couche qui sert à quoi? Donc si le titre et le mot-clé contiennent des termes de service keyword, alors business flag devient présent. Donc les services keywords, ce sont quoi? Nous avons mis ici service, solution, plateforme, application. Ce sont ce genre de keywords génériques. Il y a aussi une bucketisation. C'est la page, elle va être classée bucket A ou bucket B après l'audit. Donc bucket A, si la page elle est ontological dead et il y a une priorité page role, là la page serait classée en bucket A. Sinon, s'il y a un TD Density Score inférieur à 4 et une confidence inférieure à 0.5, elle va être classée en bucket B. Sinon, rien. La page ne va pas être prise en considération. Il y a aussi le Priority Score, Compute Priority Score, avec une formule simple, business, qui prend le traffic score, l'entité density et la confidence. Donc là, un business flag fortement pondéré, ça nous donne un score par la suite. Pour l'output, donc de l'audit que nous voyons ici, pour chaque page priorisée, nous allons avoir un priority score, le bucket, missing, ce qui manque, ontological reason et suggested action par exemple. Donc cet output fournit des informations qui montrent que le système traite tout le corpus, il ne s'arrête pas seulement l'exemple comme nous voyons ici. Donc l'ontological reason qui a été repris pour les étapes suivantes, puis par la suite le missing et les suggested actions que nous allons faire par la suite, ajouter un paragraphe de définition explicite, qu'est-ce que référencer au moins une source externe pertinente, vous allez voir tout ceci par la suite, lister les bénéfices clés, gain de temps, productivité, fiabilité, conformité, et intégrer un contexte temporel, tendance, évolution, prévision et contexte. Donc, ce que nous allons faire ici, les perspectives, c'est un pré-tri stratégique solide. Donc, le script là filtre les pages faibles structurellement avant d'investir en NCP. C'est que inutile d'architecturer narrativement un contenu trop pauvre. Ça sert à l'identification des trous sémantiques, détection s'il y a définition, comparative, use cases, data, qui correspondent déjà à des briques narratives essentielles. S'il y a définition, qui sert à un cadrage problématique, comparatif, ou une tension dialectique, use cases, l'incarnation, et some data pour la crédibilité. Ce qui prépare implicitement la future story form, c'est que avec l'intégration des signaux business, par exemple la pondération de business flag est pertinente dans une logique CIO, traction, monétisation. Ce n'est pas encore orienté NCP Dramatica. Le script ne détecte pas encore problème central explicite, les tensions dramatiques, les perspectives multiples avec la structure propre à tout storyform, avec ce qu'on appelle les source lines. Il y a les squelettes,
l'OS, le ZEI, qui est le décor. Il y a aussi ce qu'on appelle le beat, le main character, là, et le narratif. Il y a le heart, le cœur de la storytelling, qui est l'influence character, le you, et les muscles de la story for, qui est la relationship story, qui n'a pas aussi la causalité ni la progression narrative. Là, nous sommes en train d'évoluer dans des blocs SEO classiques. Mais la présence d'un mot comme différence, par exemple, suffit à valider un comparatif. Donc, même s'il n'y a pas de validation structurale, comme une table ou alors une alternative citée. Le flag ontological dead, par exemple, que nous voyons ici, c'est que le script ne reconstruit pas de graphe relationnel entre entités, pour la simple raison que cette dimension doit être renforcée. Donc, cette étape, c'est une couche d'assainissement et de priorisation. Donc, pertinente pour identifier les pages retravaillées, objectiver les lacunes et prioriser selon enjeux business. Elle ne travaille pas encore la dimension narrative structurée nécessaire pour passer le test du Semantic Context Protocol. Donc, les pages sans causalité claire, ils vont monter en urgence. Les pages pauvres en perspective deviennent prioritaires pour le travail. Les pages faibles narrativement, mais à fort trafic, remontent fortement. Et c'est un script adapté à tout type de contenu sans hypothèse sectorielle. Donc, il peut être par la suite appliqué à un SaaS, à du e-commerce ou à tout B2B génératif. Voilà. Donc, cet output de l'audit va nous permettre par la suite de passer à l'étape suivante, qui est l'étape du Rewrite Planner. Donc, si nous jetons un œil ici rapidement, là nous avons l'input qui a été repris à partir de la pipeline du Semantic Context Protocol, Network, pardon. Et puis par la suite, nous commençons avec le premier output qui est ici. Pour chaque page, normalement il y a 23 pour chaque page. Voilà. Nous avons l'output qui va servir par la suite d'input pour l'étape suivante du Rewrite Plan avec le script. Donc je mets aussi l'output du Rewrite Planner et on continue. Donc l'étape 2, c'est l'étape où on transforme l'audit déjà effectué en blueprint éditorial structuré selon une logique compatible à un CP. Là, nous commençons à travailler notre logique NCP. Ce n'est pas bien sûr le contenu final ici, mais un brief de narratif normalisé et exploitable par un moteur génératif. Donc nous avons le premier output par exemple qui est commence par l'input, allez, l'audit. Donc chaque ligne correspond à une page auditée avec page, ID, l'URL, le titre, bucket A, B ou C, le priorité score initial, l'ontological reason et les suggested action. Donc la fonction
du site Target Role, par exemple, va convertir les signaux de l'audit en un Target Role narratif. Donc, si la page elle est Bucket A, elle va être guide, expert. Pricing, par exemple, la page contient pricing plus comparatif, ça devient une comparaison pricing. S'il y a une faible confiance, il y aura une section FAQ. Si c'est du fallback, il y aura une référence article. Donc, avec une construction de la structure narrative, le build narrative structure que nous avons sur le script va générer une architecture canonique. Ça veut dire avec un TLDR, une définition, contexte et enjeu, étude, comparatif, pricing, use case, comment ça marche, risque, référence, FAQ et méta. Vous allez voir ça par la suite lors de la dernière étape du contenu généré. Ce qui correspond à une storyform rationnelle avec problème, cadre, preuve, différenciation, application limite, validation externe. Donc nous allons faire une extraction et nettoyage des entités avec une extract required entity, puis le clean entity list qui sert à établir une normalisation, la suppression des stop words, suppression de blacklist technique ou de pluie interne, la déduplication et donner les top 20. Nous avons aussi une politique de citation, donc si min external ref égale 3, par exemple, cela aligne la production sur une logique par la suite EAT, avec une production de blueprint qui contiendra pour chaque page le target role, narrative structure, le carried entities, target late et citation policy, ainsi qu'une méta-NCP avec version, source, priority score. Et par la suite, l'index, c'est un autre, l'index JSON. Voilà, l'index JSON, c'est un autre output qui trie des pages par priority score descendant pour pilotage éditorial par la suite. Donc ce script, c'est un passage de l'audit à un blueprint narratif avec une logique déterministe claire, une normalisation des entités, intégration native d'un bloc qui sera exploitable et une citation policy qui sera alignée avec le bucket stratégique. Donc c'est en cohérence totale avec le NCP, avec une narrative structure qui est explicite et archisée. Le métabloc déjà prépare l'intégration dans un JSON schéma narratif et le script transforme un signal sémantique SEO en architecture de storyform. Et c'est conforme à notre objectif, rendre la page lisible par un moteur génératif. Donc, le plus important, c'est de comprendre qu'il ne s'agit plus d'un travail en SEO, mais l'optimisation AIO-GIO sert à rendre la page lisible par un moteur génératif. Donc par la suite, nous avons les différents outputs du White Planner, comme je vous l'ai expliqué, avec les suggestion action dans l'audit JSON. Il y a le blueprint qui a été généré avec un target role, la citation policy, je vous l'ai expliqué pour le score par la suite. Donc le type académique, suggestion action,
et un index pour ne pas se perdre dans le feed par la suite. Priority score et le target role de la page. Voilà. Donc ce même output va servir d'input à l'étape suivante qui est celle de prompt generator, qui va transformer entre autres les blueprints en prompts spécialisés destinés à différents moteurs génératifs. Donc là, nous allons avoir un blueprint narratif. Un blueprint. On va passer, du blueprint narratif ici, que nous avons là. On va passer de celui-là, un blueprint narratif, un prompt opérationnel orienté moteur de recherche. Vous voyez ici. Ça, c'est le blueprint transformé en prompt opérationnel. Donc l'input, c'est le blueprint JSON. Je mets les deux. Avec titre, URL, target role, narrative structure, priority score. Tout ceci va être injecté dans 3 templates. Il y a un prompt AGE qui va cibler Google. Pas de marketing, pas de CTA, temps neutre, structure imposée, respect citation, policy. Un autre prompt qui va cibler Perplexity, avec un accent sur les réponses structurées par questions implicites, comparaison, densité factuelle, source externe. Et un prompt investor, toujours dans la même logique de créer des tractions rapides et des investor reactions pour avoir un levé de fonds rapidement et avoir comme target les business angels. Donc avec un accent sur le marché, le business model, pricing, l'ROI, les risques et les acteurs. Donc chaque prompt inclut une narrative structure qui est injectée tel quel, required entities, target late et le temps spécifique. Avec un output par la suite. Ce prompt JSON-L, avec le page ID, le safe, le priority score, le prompt, nous voyons ici. Perplexity par exemple, voilà. Each section must answer an implicit question. Voilà. Donc, comme je vous ai expliqué, pour le prompt Perplexity, des réponses structurées par questions implicites, de comparaison et des sources externes, tout ceci. Comme output par la suite, ce que vous voyez ici. Page ID, safe ID, priority score, le prompt. Et avec un index JSON, un autre output pour la priorisation. Donc nous voyons ici par exemple que le narrative structure issu de l'étape précédente a été respecté. Et le protocole conserve l'architecture sémantique jusqu'au moment de la génération. Donc c'est une étape de générateur de prompts spécialisé orienté moteur qui respecte la logique industrielle et prépare bien la génération à grande échelle par la suite. Avec nettoyage des entités injectées, une couche d'intention narrative formelle, des contraintes anti-hallucination et l'hierarchisation des sections selon le poids stratégique, bien entendu. Donc, avec cet output, nous allons passer
la même étape voilà, prompt generator et préparation doc pour la NCP. La même étape contient deux scripts. Le second script, c'est transformer le JSON en NCP document. Donc le même JSON-L va être transformé, comme vous le voyez, en intégrant une schéma version, un TLDR, pour chaque page. Celle-ci est toujours prise comme exemple la même page qui est celle de formation à l'éco-conduite. Et nous allons suivre cette page jusqu'à la production du contenu. Donc l'étape 4 par la suite avec cet output qui vient de préparation des documents NCP, la narrative projection, l'étape 4. Avec le script et deux étapes. La première, narrative projection, et la suivante, c'est le NCP Content Generator qui va enrichir le contenu via AI, via l'IA. Donc, la première étape, c'est pour la génération de contenu encyclopédique structuré, puis par la suite, renforcé avec graphe sémantique, URL réel et contraintes sémantique context network. La première étape, donc, elle va avoir comme input bien sûr le output de l'étape précédente. Cette étape va générer chaque section indépendamment. Elle va respecter une tonalité encyclopédique, intégrer les entités de section, puis construire un JSON master avec pour output par la suite. Chaque document va être enrichi par la section content avec du texte généré. Il y aura deux fichiers générés. C'est la phase de matérialisation textuelle du protocole narratif. On passe là d'une architecture abstraite à un corpus exploitable. Donc vient par la suite l'étape de la version renforcée. Il y aura du sourcing, un minimum de 3 URL réels, et exigence explicite de relations causal et archive. Donc il y aura une relation technologie, infrastructure, par exemple, acteurs, régulation, standard. Avec le script, il va avoir pour rôle de démontrer la relation entre les entités. Qui aura pour output par la suite un JSON enrichi. Et là, nous commençons par la génération de contenu orienté validation sémantique context network. Avec un contrôle de qualité, de contenu, normalisation. Il y aura du nettoyage d'entités, calcul métrique et préparation de médic. Donc, la première phase de cette étape transforme la structure en texte, puis la seconde transforme le texte en graphe interprétable par moteur génératif. Voilà. Les deux étapes. Puis celle du Content Generator,
qui est la plus importante pour nous, qui nous donne des documents with the content, comme ici. Donc, et avec cet output que nous voyons ici, donc j'ai pas mis la totalité de l'output. Il y a la story avec le titre, le logline, les perspectives, angle structurel, angle utilisateur, système décisionnel, le subject, par exemple, entreprise possédant une flotte, le contexte, optimisation énergétique, réduction de CO2, puis objet, formation à l'éco-conduite, c'est la triade demandée par les moteurs d'IA générative. Une dynamique, tension principale. Dynamique, ça c'est pour la story form. Structure du conflit narratif, voilà, très important aussi. Donc tension principale, force de changement, contrainte, résolution possible. Donc ce qui donne par la suite, pour le conflit, consommation excessive de carburant, stakes, coût opérationnel élevé, cause à ça, comportement de conduite inefficient. Functions par la suite, toujours dans la story form, informel, informationnel, décisionnel, comparatif, opérationnel, ce qui donne goal, réduire la consommation de carburant, resolution par la suite, formation à l'anticipation, conduite souple, optimisation du régime moteur. Et voilà, chaque section correspond à une fonction cognitive dans la story. Avec ce output, nous passons à l'étape suivante, étape 5, qui est celle de l'encode. Donc cette étape, elle va faire quoi? Elle va transformer les documents NCP enrichis avec contenu généré en étape 4P là, que nous venons de voir, en objet vectoriel, qui sera exploitable par un moteur de similarité. Donc, ou un test, ou notre test de Semantic Context Network. C'est ce qu'on appelle l'embedding. Donc, avec comme input ce que nous venons de voir, avec le story title, le story logline, story section, qui contient l'entité, métadonnées, plante, un document narratif complet comme input. Donc, comme fonctionnement principal de cette étape, donc elle va charger le modèle d'embedding. Nous allons utiliser ici le modèle de Sentence Transformer, qui est le All-Mini-LM. Nous allons coder dans un espace dense. Il y a à peu près 384 dimensions, soit un embedding généraliste. Il n'y a pas de domaine spécialisé. Puis par la suite, le script va permettre une reconstruction du texte canonique avec une priorité de concaténisation des sections, fallback faire prompt et fallback faire titre, ce qui permet par la suite de garantir un embedding même si nous avons un contenu partiellement vide. C'est pour la robustesse de l'entière pipeline par la suite. Par la suite, nous allons créer un document encodé qui aura pour structure finale l'ID, le safe ID, le meta, le schéma de version, avec le story, avec l'embedding, avec le document, avec le vecteur, les sections ID en vecteur et tout le reste. Donc, avec une validation du schéma donc, et un résultat qui sera stocké dans l'index encoded JSON, dans l'input. Donc ce que nous voyons ici,
un corpus vectoriel complet. Donc SGE, UR, tout le reste, c'est l'embedding avec le document. Des vecteurs. C'est très lent comme vous fait voir pourquoi je peux pas mettre. Voilà, je continue au complet parce que c'est presque 120 kilobits de contenu. Si vous voulez, on va mettre, par exemple, on va prendre la même page, on va la mettre sur un bloc-notes pour voir le contenu au complet. Voilà. Avec les vecteurs d'embedding. C'est ce qu'on appelle l'embedding. Ce sont les données qui ont été vectorisées. Voilà. C'est ça. Donc nous avons transformé le contenu narratif en un espace mathématique. C'est un graphe vectoriel exploitable par la suite par Face, pour le clustering, pour la dominance sémantique, et pour la simulation par la suite pour le Semantic Context Network. Un output qui va nous permettre de passer à l'étape suivante, qui est celle de l'embedding. Donc, ce que nous allons faire lors de cette étape, c'est transformer les embeddings produits en une infrastructure vectorielle exploitable en production pour la RAG et pour par la suite l'optimisation IO-GIO. Donc le script, lors de cette étape, il va faire quoi? Il va lire cet output, il va normaliser tous les vecteurs, il va générer par la suite un vecteur store individuel, une index face par section, clustering sémantique, il va transformer le mapping ID en vecteur, il va faire un index global d'audit. Donc c'est une architecture d'exploitation là. Par la suite, avec la fonction normalizeVector, il va ramener chaque embedding à une norme pour une cosine similarity et pour une stabilité des scores aussi. C'est une amélioration par rapport à l'étape précédente à l'étape 5. Une amélioration pour Face surtout parce que là on voit deux index. Il y a le Face Document Index et puis par la suite le Face Section Index. C'est pour une compatibilité par la suite pour la RAG. Donc, ce qui permettra par la suite de relier résultats avec un objectif narratif. Pour le clustering sémantique, nous allons utiliser la méthode de K-means, c'est la sélection automatique de 30 mots par exemple, via Silhouette Score, avec deux résultats, le N-cluster, pour savoir s'il y a une séparation modérée ou alors une cluster faible, donc fortement,
entremêlés. Donc l'output que nous voyons ici contient des ID, meta-auteur, le content preview, la story, voyons ici, les sections, et avec chaque section par la suite contient un embedding et une liste d'entités extraites pour faciliter par la suite le référencement sémantique. Donc chaque section par la suite va servir de bloc sémantique optimisé pour le passage par l'IA et pour la reconnaissance par moteur de réponse. Donc les entités par la suite extraites vont servir à renforcer la reconnaissance de l'expertise et de l'autorité par l'IA. Et même le TLDR peut être utilisé comme métadescription par la suite, qui va permettre d'être cité comme lead snippet. Donc, ce que nous avons fait ici concrètement pour la pipeline IO, c'est l'indexation, puisque chaque section là devient un document vectorisé, la rotation de contenu pourra par la suite utiliser pour une variation AB de landing page, par exemple, le snippet dynamique. Donc, pourra par la suite les utiliser comme lead capture avec un CTA contextualisé et même directement injecter des entités dans du contenu pour améliorer la connaissance IA. On peut utiliser la scalabilité, elle est infinie par la suite. Voilà. Tous en dimension 384, le face. Ce qui va nous permettre un output qui va nous permettre de passer à l'étape suivante, qui est celle de l'autorité et de la crédibilité scoring. Donc l'objectif de cette étape, c'est de transformer le corpus vectorisé en signal de crédibilité, qui sera exploitable par les investisseurs déjà, puis par les moteurs de réponse, et pour les RAC. Donc, par exemple, nous allons prendre le titre, l'URL, le priorité score, pour repérer la pertinence du document, pour le classement et pour le classement, très important pour le RAC par la suite. Nous allons reprendre des autorités métriques. Donc, par exemple, le score global authority score que nous avons, credibility tier, dimension score and weight. Donc, il y a dimension score avec référence, graphe, contenu, lexical et weight avec influence relative de chaque dimension sur le score final. Poids. Voilà, donc jusqu'ici, ce que nous avions fait, c'est que nous avons récupéré toutes les pages candidates pour créer un inventaire complet pour les étapes suivantes. Puis par la suite, nous avons fait du cleaning avec la suppression de bruit, l'harmonisation de champs, puis il y a la construction du graphe avec l'identification des entités, des relations, des co-occurrences,
ce qui permettra d'alimenter par la suite, ce qui permet d'alimenter par la suite le scoring qui va améliorer la reconnaissance algorithmique pour l'IO. Nous avons fait du content scoring par la suite, ce qui va nous permettre de créer des signals de ranking et de recommandation. Nous avons fait une normalisation et puis nous avons fini par des recommandations avec l'identification des actions correctives pour améliorer l'autorité. Donc là, nous arrivons à l'étape 8 qui est l'autorité. Ah, celle-là c'est l'étape 7. Nous allons préparer par la suite l'étape de AKI, c'est l'autorité Knowledge and Index. Donc ça c'est l'output de l'étape 7. Avec là nous avons un score global d'autorité, priorité de document, dimension score, les points faibles pour le content spinning là, avec 0,18 comme content substance, recommandation, avec cet output nous passons à l'étape suivante qui est d'autorité indexée. Donc, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore effectué d'enrichissement de contenu, donc l'autorité LIDI est toujours à 0, comme vous voyez ici. Ça, c'est l'output. Hein. Donc, les 32 documents qui ont été indexés, toujours les 32 pages qui ont été scannées du site. Donc, aucun document n'atteint encore le niveau optimal pour l'investissement ou SGE. Nous avons aussi un score moyen, le score moyen d'autorité. Le seuil institutionnel, il doit être supérieur à 80. Nous sommes ici à un peu plus de 50. Donc, en deçà du seuil institutionnel. Ça, c'est en interne, un score en interne du portfolio quality. Distribution de tiers, par exemple, par la suite. Donc, en standard, nous avons 19 documents. 13 documents seulement sont acceptables. Il n'y a aucun document de haut niveau. La majorité de documents sont corrects, mais nécessitent un renforcement pour passer à une crédibilité institutionnelle. Donc, par la suite, il y a le document, Authority Score. Le document le plus fort est à 58,74, qui concerne le permis poids lourd, et les scores restent concentrés autour de 50-58, homogènes mais faibles pour attirer des investisseurs ou déclencher une optimisation SGE complète. Il y a la matrice du leadership par la suite, qui met en évidence les documents de leader par dimension. Par exemple, gestes et postures. Donc, c'est une référence, peut être une référence authenticity. Et celle-là, nous l'avions travaillé dans le pipeline Quick Win, qui pouvant encore enrichir lors de cette étape. Simulation de crédibilité par la suite. Tous 6 sont des labels que nous trouvons sur l'output de l'étape. Authority Index, Authority Matrix, Credibility Simulator,
Vested Dashboard et pour la RAG. Tout va être très intéressant pour la RAG, que nous allons voir à l'étape suivante. Un Vested Dashboard. Tous les documents sont false, il n'y a pas de portefeuille centré sur de contenu explicite centré sur l'investissement. Et pour la grand config par la suite, des seuils de l'autorité minimale et tout le reste. Donc. Là, ce que nous avons fait, ce que cette étape nous a permis, c'est de transformer le score par dimension, ce qui va être utilisable pour les priorisations de linking et de syndication par la suite. Par exemple, si nous avons un document leader en Entity Graph Quality, il va servir à créer des hubs, donc des points d'ancrage sur le monosite. Ça nous a servi aussi au filtrage pour identifier les documents qui nécessitent des améliorations avant le linking et de générer des authority boosts. Donc, qui va nous permettre de préparer le signals pour le PBN, l'AIO. Donc les scores d'autorité deviennent des pondérations pour le linking par la suite, ce qui va faciliter la génération du contenu par la suite sur les pages fortes en maximisant l'effet de crédibilité perçu par les algorithmes. Il y a aussi les scénarios de Credibility Simulator qui servent à prioriser les quick wins. Donc, ce document va être l'input de l'étape suivante, qui va convertir ces scores bruts en signaux opérationnels pour le PBN, le linking et l'optimisation SGE. Il y a une sous-étape à cette étape 8 qui est l'autorité projection. Ce que cette étape permet de faire, c'est déjà l'enrichissement du document. Le dimension score qui a été enrichi. Ça inclut désormais référence authority, entity graph quality, comme vous voyez, ce qui va permettre par la suite de prioriser les documents non seulement selon le score global, mais aussi selon la force de chaque dimension, ce qui est crucial pour la claim extraction par la suite et l'amplification PBN, scalabilité du PBN. Il y a aussi les dimensions weight, donc c'est un signal qui sera utilisable pour trier des sources, que ce soit pour la RAG ou pour le PBN. Il y a les champs Investor Ready et SGE Ready aussi. Voyons ici. Même l'investment grade distribution. Source priorisation. Exemple. Il y a aussi le Claim Extraction Matrix qui fournit des indicateurs directement exploitables par le module de Claim Extraction par la suite.
Authority Simulator aussi. Donc il a été vraiment enrichi. Et puis le RAG config. Ce qui ajoute le RAG config, c'est toujours le poids voilà, de RAG config. Il s'agit toujours du poids pour la priorisation par la suite des documents sur la RAG. Donc les documents là, ils ne sont plus triés par le score brut, mais par impact réel potentiel pour la récupération de contenu. Donc un output généreux qui va nous permettre de passer à l'étape suivante, qui est celle de comment charger les embeddings des documents dans un index Pincon, par exemple. Donc là, c'est simple, hein, il y aura utilisé ici le Pincon API Key, puis configurer le nom de l'index, puis par la suite, création de l'index, et par la suite, très important, c'est l'insertion en batch. Donc, très intéressant le RAG, surtout pour le e-commerce aujourd'hui. Ce qui permet d'avoir une FAQ qui n'est pas statique. Donc les réponses et les questions proposées, les questions et réponses proposées dépendent du nombre de... On pourra par exemple lier la section FAQ avec les tickets du SAV. Donc, quand on regarde sur le CRM, le ticket SAV, la majorité des questions des clients, ça concerne quel produit, quelle utilisation spécifique, puis par la suite proposer une FAQ qui sera toujours mise à jour en priorisant les questions posées directement par les clients. Ce qui a un impact direct avec l'incitation à l'achat. Il y a aussi le Qdrant, et je vous ai mis là. Donc, charger les embeddings dans un moteur vectoriel Qdrant qui est self-hosted. Au contraire du Pincon qui est lui en cloud. Donc là, sur le Qdrant, ce que nous pourrons faire, c'est que nous allons insérer tous les embeddings, puisque pas de filtrage de score d'autorité par exemple. Il y a une différence entre les deux, c'est que le Qdrant attribue à chaque document un ID, puisque le Pincon utilise le doc ID. Voilà, donc comme input, ils ont le fichier JSON contenant les embeddings et métadonnées de chaque document. Pour Pincon, par exemple, il y aura seuls les documents ayant un score d'autorité suffisant sont chargés. Et puis par la suite, comme output, une base vectorielle prête pour la recherche sémantique. Donc le batching, c'est surtout pour Pincon afin d'éviter les timeouts. Donc, ce qui va nous permettre là une recherche sémantique par similarité cousine, un filtrage
par score d'autorité pour le PIN-code. Et intégration, bien sûr, avec LangChain ou agent IA, qui va permettre par la suite d'intégrer un agent IA directement sur le site et essayer d'imaginer un peu la qualité des réponses de cet agent IA avec une intégration d'une RAG à la place d'une FAQ statique. Donc là, c'est la dernière étape de préparation avant de commencer à produire du contenu pour le PBN. Donc là, si nous faisons un récapitulatif rapide de l'étape 0 à l'étape 9, nous allons passer par la normalisation en transformant le contenu brut en objet exploitable. Donc comme entrée, nous avons eu un texte métadonnées basique et en output, un document normalisé avec le clean text, des sections de méta. Par la suite, la première étape, structuration sémantique avec un découpage logique, en H1, H2, arguments, claims. Un output, structure hiérarchique exploitable. Donc une préparation d'injection en CP. Par la suite, l'étape suivante, extraction d'intention. Donc avec pour objectif d'identifier le narrative intent, problème, tension, solution, bénéfice. En output, nous avons eu un bloc intent map complet, ce qui nous servira d'aligner le contenu avec une storyform exploitable. L'étape 3, c'est le mapping Dramatica. Donc, Dramatica, c'est NCP, c'est le Narrative Context Protocol. Donc, l'objectif, structurer le contenu selon le storyform. Output, nous avons eu un NCP structure de JSON avec un contexte outline. Je vous ai expliqué qui sont le they, le I, le you et le we, avec conflict et resolution. Donc, cette étape qui a pour rôle de rendre le texte lisible par des systèmes narratifs multi-agents. L'étape du scoring sémantique a pour objectif d'évaluer la cohérence narrative plus un profondeur contextuelle. Nous avons eu comme output le semantic score de JSON, donc une baseline pré-optimisation. L'étape d'injection de EAT comme pour objectif structurer l'auteur, expertise et les trust signals. Donc comme sortie, nous avons l'EAT profile de JSON. L'étape, la sixième, la génération de JSON-LD et du schéma.org. Donc comment rendre le contenu machine readable. Comme sortie, nous avons bien sûr le schéma LD de JSON avec article, page, organisation, etc. Le rôle de l'étape claire, focus sur la lisibilité pour moteur. L'AKI scoring par la suite afin de mesurer l'autorité score, donc qui est basé sur la référence, citation contextuelle et structural integrity. Et comme output, nous avons eu l'autorité index JSON. Par la suite, l'étape suivante, c'est du RAG. C'est de préparer l'indexation vectorielle. Comme output, nous avons eu la RAG config de JSON. Et l'étape de déploiement. Donc, exposé via API, plus un dashboard, bien sûr, investisseur. Comme output, nous avons le Fast API, plus le monitoring et une exploitation opérationnelle des outputs déjà cités. Là, nous allons commencer par la suite, lors de l'étape tige. La première étape de l'étape 10 qui est celle du claim extraction. Donc,
Cette étape permet de préparer les documents pour la génération du contenu NCP. Là, nous allons continuer dans la production de contenu NCP. Donc, ce que nous allons faire dans cette étape, c'est de fusionner la majorité des outputs, dont l'output de l'étape 4, par exemple, avec le contenu brut plus entité. Tous les outputs de l'étape 8, le premier pour le ranking de l'authority score, le deuxième avec les dimensions d'autorité, le troisième avec les documents validés pour extraction, then les priorités d'amélioration, puis priorisation de ressources. Donc l'objectif de cette étape, c'est de produire un document enrichi, prêt pour la génération narrative, avec le Narrative Context Protocol. Donc enrichi, ça, il va être comme celui-là, avec l'ID, l'URL, le titre, NCP Story Form, l'URL, l'entity text, JSON, l'entities, semantic score, tout le nécessaire, absolument tout. L'entity density score, avec confidence sémantique, le AT score, section score, le rag metadata, avec des validations score qui seront, validations flag, pardon, qui seront par défaut en true pour le pass ACN, et puis si need manual review, je mets tout en false, et puis par la suite, je suis toujours présent à chaque étape pour vérifier. Donc la deuxième étape, sous-étape de l'étape 10, c'est le PBNVD. C'est un contenu canonique de connaissances là, généré pour servir de source primaire pour moteur des réponses, que ce soit SGE ou la Perplexity. Donc la structure montre une intention précise, celle de produire une page encyclopédique neutre fortement citée, qui sert ensuite de source d'autorité dans un écosystème de contenu distribué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons par la suite préparer du contenu pour le tiers 1, pour que ça soit une source canonique, donc un knowledge hub, pour le tiers 2, amplification contextuelle, le tiers 3, distribution et signaux de popularité. Donc 4 couches principales ici, metadata stratégique, qui indique si le contenu est prioritaire dans le corpus, avec des prompts qui ont pour objectif SGE comme source page, pour le Perplexity Authoritative Answer, et pour l'investor, comme d'habitude, une intelligence mémo. Donc la structure éditoriale, c'est une structure standardisée avec les sections nécessaires à générer, le TLDR, définition, contexte et enjeu, comment ça marche, risques et limites, et références et sources FAQ. C'est une structure qui correspond exactement à ce qui privilège Google, Perplexity et les moteurs. Donc, c'est une structure qui est optimisée pour répondre aux questions implicites des EA. Donc, chaque section, elle va contenir des entities, celle clean et dominant, qui vont servir à structurer le graphe de connaissances, le knowledge graph, créer des relations implicites et renforcer la dominance sémantique. Exemple d'entité dominante. Donc l'ADN aérodynamique. Qui a une mesure de contenu. Pour valider chaque section en longueur, densité et conformité au schéma. C'est un document pilier de connaissances qui sert à citer par les IA, nourrir un réseau de contenu et générer des réponses génériques. Donc, la logique, elle est simple. Le tiers 1, c'est le Knowledge Authority. Le tiers 2 va nous servir de Contextual Amplification. Et le tiers 3
pour la Semantic Distribution. Donc, ce qui veut dire que le tiers 3, il va nous aider dans la création de popularité. Le Contextual Amplification, c'est pour le renforcement sémantique. Et bien sûr, tout ça pour pousser à un Knowledge Authority qui va nous permettre d'être une source citée par les IA. Notre objectif clair. Donc le contenu, par exemple pour les tiers 1 qui est sur le site principal, donc comme objectif va être cité par Google SGE, utilisé par Perplexity ou servir comme source pour la RAG, par exemple, formation à l'éco-conduite en H1, principe, enjeu, efficacité énergétique. Puis par la suite, nous avons le TLDR. La formation à l'éco-conduite est un programme structuré destiné à optimiser la manière dont les conducteurs utilisent un véhicule. Le reste, l'étude de l'ADEME indique que l'applique ça très important pour les IA génératives par la suite. Dans un contexte de transition énergétique, d'augmentation des coûts de transport, ça aussi c'est très important. Ces formations constituent un levier opérationnel pour améliorer l'efficacité énergétique. Ça, ils prennent très en considération. Donc, définissant par la suite la formation avec la définition, contexte et enjeu. Le transport représente 30% des émissions. Enjeu économique, là, le carburant représente souvent le premier poste de coût opérationnel. Donc, une réduction de 10% de la consommation peut générer une économie significative sur une flotte. Enjeu réglementaire. Les entreprises sont de plus en plus soumises à bilan carbone, normes ISO environnementales, le reporting, ESG, donc la formation de conducteurs devient un levier d'action mesurable. Par la suite, comment fonctionne le know-how, comment fonctionne la formation, phase théorique, phase pratique, technique principale, limite. Voilà, tout ça sur le tiers 1. Le tiers 2, comme je vous l'ai expliqué, pour la référence, le renforcement sémantique, donc le contextual amplification, donc, ça a renforcé le sujet principal. Donc article 1, par exemple, pourquoi l'éco-conduite réduit la consommation de carburant, avec un contenu qui va porter sur ces 4 points, avec un lien vers le tiers 1 par exemple. Article 2, qui aura pour titre éco-conduite et gestion de flotte. Vous allez voir ça, tout ceci par la suite, à la dernière étape. Un autre article, les techniques d'anticipation de trafic. Encore un article, normes et réglementations liées à l'éco-conduite. Quand je dis article, je parle de site complet, de site satellite. Donc, il y aura tout un site en WordPress. Pourquoi l'éco-conduite réduit la consommation de carburant qui va porter sur les 4 points, avec un lien vers le tiers 1. Donc là, on voit 4 sites satellites, par exemple. Le contenu du tiers 3. Le tiers 3 qui est la sémantique distribution, donc la création de popularité, avec un article, comment réduire la consommation, sur les forums par la suite, les techniques simples pour consommer, Q&A, est-ce que l'éco-conduite fonctionne vraiment, micro-article avec ça, c'est très demandé, 5 conseils pour consommer moins en conduisant.
ça peut être lié directement au T1. Pour la création par la suite des sites satellites, pour chaque site satellite, il y aura un avatar, et un avatar complet, avec son blog, son compte YouTube, par exemple. Je vous fais voir ici, comme exemple, pour un client pour la voyance. Donc un avatar complet avec son blog. Par exemple celui-là. Ça, c'est un avatar complet avec son site internet. Nom, prénom. Si on consulte le profil complet, page web, bon, les plus consultation de profil, tout le nécessaire. Il y a même son compte YouTube avec des vidéos YouTube partagées. Donc une chaîne YouTube même qui avait généré des vues, je vois ici 160 vues qui ont été générées. Bonjour à Et là, c'est le tout début de l'IA. Aujourd'hui, c'est autre chose. Donc, Bonjour à tous. ça, c'est En tant qu'astrologue professionnel, astrologique, y compris la compatibilité des signes, permettez-moi de mettre les choses au clair. En astrologie, il n'y a pas de gagnant ou de voilà, perdant. exemple. Voilà, c'est l'output de cette étape. Puis par la suite, ce qui va nous permettre de passer à l'étape d'après. Donc il y a une sous-étape PBN Ready. C'est cette étape qui va nous permettre de préparer cet output. Donc, si nous regardons ici l'output du PBN Lead, le voilà. Si nous prenons une nouvelle fois sur bloc-notes l'output, avec tout le contenu nécessaire, pour la suite avec un titre, le prompt pour SGE par la suite, You are writing canonical knowledge, intend to be used as a source by Google, le topic, l'URL, objectif, donc produce a long form expert guideline that can be cited by generative search engine par exemple. Voilà ce qui va nous permettre par la suite de passer à l'étape suivante. Qui est la dernière étape, l'étape de création de contenu. Ce n'est pas seulement création de contenu, c'est la production d'un graphe narratif d'autorité complet, entre 3 tiers. Donc le tiers 1, comme je vous ai expliqué avec l'autorité hub, le tiers 2 va servir de confirmation nodes, et le tiers 3, peripheral nodes. Donc le tiers 3, c'est pour
la création d'autorités. Donc, il y a un Narrative Authority Index qui permet par la suite de construire automatiquement les hubs, les silos et les sites satellites. J'ai mis 3 niveaux d'analyse sémantique avec le Network PageRank pour savoir l'importance des entités, le SBERT pour la similarité sémantique, pour le clustering local means, pour les hubs sémantiques. Donc, très très pertinent pour l'autorité narrative qui va nous servir par la suite à contrer un classifieur spam, donc avec un semantic link flow qui va nous permettre de ne pas être à notre PB1 de ne pas être détecté. Grâce à quoi? Grâce à une distribution probabiliste des liens du 80-20-10, variation des encres, le poids sémantique différent des liens, et puis limitation du flux vers le hub. Donc il n'y aura que quelques liens directs vers le hub sémantique sur le tiers 1. Bien sûr avec une rotation des cibles. Donc l'output que nous avons, la production du contenu. Là j'ai mis un screenshot et on peut voir directement ici. Donc l'étape de production, la dernière étape, avec le tiers 1 en MD, le tiers 2, tout le nécessaire, Eco Driving Benefits Formation, tout le nécessaire, Fleet, et je vous rappelle que les scripts, je les fais afin de répondre à tout type de contenu. J'ai pris ça seulement comme exemple. Geste de premier secours, tout le nécessaire pour reprendre par la suite le texte déjà travaillé avec important le LD-JSON avec le schéma, le type qui est article ici, la organization avec le nom, le CTA, même le bouton il est préparé parce que là j'ai pris, je me suis rappelé, voilà le screenshot je l'ai pris pour faire voir ça, c'est que j'ai mis le minimum et ça peut être scalé jusqu'à x100 par la suite, même x200. Le plus important c'est que l'API par la suite et les points de distribution sont partagés pour ne pas se faire spammer, ne pas se faire bloquer. Donc là nous avons 3 articles de tiers 1, 22 de tiers 2 et 46 de tiers 3, donc 71 pour un corpus language français, un business model de SaaS, 4 clusters, 46 nodes. Bon, le SCP threshold dans 0.25, donc normalement après avoir travaillé le contenu directement, si on fait passer par la suite ces mêmes pages, le même test du SCN, il va nous donner quelques pages ici, peut-être non pas la totalité, mais quelques pages parmi les 32 pages qui auront un bon score pour passer le test et continuer le travail par la suite. Avec le spotting, l'intent grid et tout le reste du travail nécessaire au SCN. Donc, nous revenons ici à la dernière étape. Donc, nous avons comme output le tiers 2 ici, le tiers 1, le tiers 2, le tiers 3, la narrative
la narrative Authority Map et l'Uploaded Centrality, très important par la suite. C'est une carte complète de l'écosystème narratif, là, donc très important. Voilà. Parce que ça contient les entités, les hubs, les relations, les pages et les signaux d'autorité. Donc là, je vous ai mis des exemples. Par exemple, pour le tiers 1, c'est le contenu qui va être directement intégré au monosite avec le TLDR, la formation sécuritaire routière et éco-conduite. J'ai pris cette entité comme exemple, désigne un programme structuré de formation professionnelle destiné aux conducteurs d'entreprise, tout le reste, les enjeux, les bénéfices documentés, définition, structure pédagogique, contexte réglementaire nominatif, enjeux de sécurité routière, enjeux environnementaux et économiques de l'écosystème conduite, de l'éco-conduite, tableau très demandé par les IA génératifs, donc formation sécurité routière, formation éco-conduite, objectif principal, focus pédagogique, une définition du modèle de tarification, secteur avec forte exposition au risque routier professionnel, évaluation, risque lié à une mise en œuvre inadéquate, et les sources institutionnelles, donc Observatoire national, l'ONISR, l'Agence de transition écologique, et une FAQ. Qu'est-ce qu'une formation en sécurité routière et éco-conduite? Bien sûr, sans oublier qu'il y aura des lignes à partir de C2, T3, par exemple. Et tout ce contenu va être par la suite intégré au tiers 1, au monosite. Par la suite, je vous ai fait, là c'est de HTML à partir de l'output de l'étape pour les tiers 2, de HTML complet, pour faire voir le plus important qui est ça, qui va être intégré avec la page. Donc, headline, description, tout ça dans le type article, citation, qui peut être, organisation peut être largement enrichie par la suite avec le price et tout le reste. Le price, le score, validity, tout le reste. Donc j'ai mis tout ça. Donc ce contenu va être intégré sur le tiers 1. Comme tiers 2, il y aura par la suite, par exemple, site internet avec un petit effet. Là, l'éco-conduite, réduisez vos coûts de jusqu'au 40% par exemple, avec des incitations au clic, contexte du marché, obtenir une étude personnalisée, contenu premium. Donc là, on peut imaginer par la suite un formulaire avec un PDF à télécharger, changement stratégique, réserver mon outil gratuit directement, prise de rendez-vous, cas d'usage concret, implication sur le ROI, source institutionnelle toujours, et un backlink gagné pour formation complète. Donc là, ce que je fais pour le PBN, qui est très très différent du spamming que nous faisions dans le temps pour le SEO, c'est que ce n'est pas forcément un nom de domaine
mort qui sera repris, puis par la suite avec du contenu pour gagner le trafic, puisque ce n'est plus le ranking qui est notre objectif, mais d'être cité sur le moteur de recherche. Donc tout ça sera fait sur des noms de domaine fraîchement acquis. Ça met plus de temps, certes, mais l'âge du lien n'a pas d'importance par rapport à la citation. Preuve en est, vous pouvez essayer de voir, et il n'y a pas de présélection avec l'âge du link pour être cité parmi les réponses de l'IA génératif. Donc ça, c'est pour le premier site, par exemple, un autre site, un deuxième site sur le T2, totalement différent, avec un USP, bénéfice, CTA, puis par la suite, un formulaire directement intégré. Et toujours un lien vers le T1. Pour les T3 par la suite, pour les T3, je fais toujours des sites news, exemple celui-là, voilà, où je reprends les différents clés, donc transport, logistique, formation, sécurité, environnement, réglementation, et puis des articles. Éco-conduite, investissement stratégique, il vient là, il trouve l'article en entier. Par la suite, un encore texte, ensuite, avec tous les articles, il y aura une dizaine de sites pareils, de sites de news. Il va parler de tous les news dans les news de MIA Formation. Donc là, MIA Formation actualité, mais il y aura d'autres sites dans un autre sens que celui-là. Donc j'ai jeté un œil par exemple sur les noms de domaine qui peuvent être utilisés. Il y a formationconduite.com pour être utilisé. Et puis d'autres. Formation éco-conduite, formation... Voilà, écoconduite.com, qui peuvent être utilisés pour notre PBN par la suite. Et qui seront très intéressants par la suite. Pourquoi j'ai choisi là le GoDaddy pour le 365, c'est pour varier. S'il y a pour l'acquisition, il y a un plan d'une campagne mailing, très important pour la campagne mailing, que de varier les boîtes d'emailing entre le Google Workplace, le Microsoft 365 qui est intégré à l'achat du nom de domaine depuis le GoDaddy, et puis par la suite on SMPT normal. Il faut savoir par la suite que pour une campagne d'acquisition par mailing pour un objectif 50 leads par exemple, le plus pessimiste c'est conversion clic à 1%, avec un CTR de 20, open rate de 50 seulement, l'inbox de 70, donc 2 follow-up, 3 emails par contact, avec un 150 emails par jour par domaine pendant 30 jours au maximum pour ne pas se faire blacklister. Le besoin, au final, c'est 16 noms de domaine. Donc les 16 noms de domaine, ce qui fait aujourd'hui le serveur de Google ou autre, c'est de scanner directement. Ce sont des serveurs avec IA intégrés aussi, donc ils scannent directement le nom de domaine pour voir si le nom de domaine comporte un site internet. Si c'est le cas, le flaguer de trust et avec un bon warm-up, il ne sera jamais blacklisté par la suite. Donc voilà, c'était
Donc cette pipeline de NCP double objectif. Le premier objectif, c'est de faire un PBN avec un NCP narratif, de sorte que donner toutes les chances par la suite à l'entité d'être citée parmi les réponses des différents IA génératifs, que ce soit Perplexité ou les GE de Google ou autres, ou Copilot, par exemple, ou le chat GPT de GPT. Et par la suite, en enrichissant le contenu du site, du site, repasser le test de Semantic Context Network et avoir le plus de pages possibles qui sont prêtes à apparaître comme source dans les réponses génératives. Donc ce qu'il faut comprendre là, c'est que les intelligences artificielles ne cherchent pas la vérité aujourd'hui, c'est qu'elles cherchent ce qui a le plus de chances d'être vrai. Donc cette probabilité est calculée à partir d'un seul signal, la répétition structurée de l'information. Donc si 100 sources par exemple différentes disent la même chose, même si elles sont corrélées, même si elles viennent du même écosystème, pour un modèle de langage, ce n'est plus une opinion, c'est un consensus statistique. Et c'est exactement ce que permet ce type d'architecture. Et c'est ce que j'appelle l'Inception Engineering. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci. Et à la prochaine.